J'estime qu'une prostituée qui est mise sur le trottoir par un bon proxénète, si elle parle pas la langue, elle prend au moins 40%. Et si elle est un peu du métier, elle prend 60%. Mais elle a la sécurité, les médicaments, on lui paye les capotes, le lubrifiant, les tests VIH. Et le mec, un jour, s'il paye pas, il y a 2 mecs qui arrivent, qui le prennent par les bras et lui font cracher le double. Mais toi, quand t'es entrepreneur et qu'on te paye pas, tu vas pleurer au tribunal de commerce, tu gagnes, et à la fin, t'as rien. Je prends les années 80 par exemple, Reagan, Thatcher, Mitterrand. Comment vous faites ça les gars? Moi j'ai des bars, je touche que les jeunes. Donc j'ai une communauté qui est condamnée à ne pas être propriétaire en France, qui va travailler toute sa vie pour gagner la moitié de ce que son grand-père va toucher à la retraite sans rien foutre, qui va devoir mettre ses enfants à l'école publique avec cours de karaté, 4ème dan, s'il veut survivre à la 5ème C, où il va être en classe. Cette génération-là, elle est flinguée. On pensait que c'était nous le flingué. Bon, nous on nous a juste estropiés. La génération qui arrive, elle est perdue. Elle a un champ de vision qui est à peu près la largeur de son téléphone, d'où l'intérêt d'avoir un grand téléphone pour gagner un bon champ de vision. Les mecs font 6 à 8 heures d'auto-école en plus parce qu'ils sont perdus quand il faut tourner la tête, voir ce qui se passe autour. Aujourd'hui, à 63-64% de poids de l'État sur l'économie en France, et ben on est exactement au niveau de l'URSS en 89. Donc en fait, on est déjà dans un pays soviétique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'équipe de Bull Bitcoin est en déplacement à Aix-en-Provence. Le projet, c'est d'interviewer Morgan Trintignant. Alors, Morgan Trintignant, c'est qui? Il est à l'initiative du mouvement des Lanternes Rouges. Morgan Trintignant qui lance un autre mouvement, cette fois-ci, c'est les Lanternes Rouges. À allumer une lanterne rouge, un commerçant, un artisan qui tapine pour l'État. Ce mouvement a pour but de dénoncer le racket fiscal et l'État socialiste. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. Salut Morgan, merci de nous accorder de ton temps pour la chaîne Bull Bitcoin. Merci. Est-ce que tu pourrais, et surtout dans ce bar magnifique, pourrait pas rêver mieux, avec un rhum que tu nous fais découvrir. C'est le rhum de la Réunion, une terre, une très belle terre, pas loin de Madagascar. De Gaulle disait de Madagascar que c'était une terre d'avenir et qu'elle le resterait. Je pense que Oui, il avait le sens de la formule. Et la Réunion fait du très bon rhum et les îles françaises font des très bons rhums et j'encourage tout le monde à se bourrer la gueule avec des produits français de qualité, avec modération, mais à se bourrer la gueule quand même. Parce qu'on fait des jus extraordinaires et l'Isotier en fait partie. On a de quoi faire, hein, autant en métropole que outre-mer. Tout à fait. Est-ce que, peut-être pour l'audience, ceux qui te connaîtraient pas, tu peux te présenter rapidement et surtout nous parler du mouvement des Lanternes Rouges, qui est une des raisons pour lesquelles on voulait discuter avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés à l'occasion de ce mouvement. C'est un coup de gueule d'un entrepreneur qui se demande s'il est entrepreneur ou s'il est prostitué en fait. C'est très simple, c'est vraiment est-ce que je serais pas juste un énorme tapin? Et là, on fait 2 pas de recul, on regarde ce qu'on a construit, on regarde les risques qu'on a pris, on regarde qu'on en a chié, et on regarde ce qui nous reste. Et on regarde la liberté qu'on a. On regarde le prix de cette liberté, et on se dit, putain, c'est cher. Et là, on se dit, non, je pense qu'aucune prostituée digne de ce nom, de qualité correcte, ne supporterait d'être aussi mal payée. Et aussi mal considéré. Parce que non seulement on se fait exploiter, mais en plus, à aucun moment ils disent, au fait, merci. J'ai un copain qui disait, ouais, il a vendu sa boîte, un truc genre 10 millions. Le temps, il en a pris 3, donc plus que 7. Et dans sa vie, en 35 ans d'Intermarché, il a dû participer à cotiser peut-être des centaines de millions d'euros pour l'État. Et il disait, j'aimerais bien avoir au moins une médaille en chocolat. Même en chocolat, mais une médaille quand même. Parce que non seulement on se fait piller, mais en plus on se fait insulter. Et dans un film que j'aime bien, c'est Les Joueurs avec Matt Damon et Edward Norton. Il dit à un moment donné, quand il sort de prison, t'as tort d'ajouter l'insulte à l'humiliation. Et je crois que l'État, c'est un peu ce qu'il a fait. D'ailleurs, dans ce même film... Si je peux rebondir là-dessus, d'ailleurs, si tu te rappelles la scène d'ouverture, si t'as passé 20 minutes à la table et que t'as pas compris qui est le pigeon, c'est que c'est toi le pigeon. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui devraient regarder cette vidéo et se poser exactement la même question. Une autre phrase aussi, dans ce même film, on peut tondre un mouton plusieurs fois, mais on ne peut le dépecer qu'une seule. Exactement. Ouais, excellent. Et ouais, donc du coup, tu réalises qu'en fait, t'es une énorme pute. Et que c'est pas ton destin. T'as pas signé pour ça. Et comme tu disais, je sais pas exactement comment ça se pratique dans la profession, mais je crois que la pute, elle récupère au moins un petit 50% ou quelque chose qui va dans sa poche à la fin, quoi. J'estime qu'une prostituée qui est mise sur le trottoir par un bon proxénète qui a du réseau, qui a les moyens pour la protéger, de poursuivre les mecs qui payent pas l'addition, tu vois, et qui est plutôt bien roulé, tu vois, qui est jeune, qui charbonne un peu, j'estime qu'elle prend
Si elle parle pas la langue, elle prend au moins 40%, tu vois. Et si elle est un peu du métier et qu'elle a des heures de vol et que il y a quand même pas mal de monde qui aimerait la voir parce qu'elle a une belle clientèle, elle prend 60%. Ouais. Minimum. Mais elle a la sécurité, les médicaments, l'hôtel ou la roulotte, tu vois, l'essence qui va avec. On lui paye les capotes, le lubrifiant, les tests VIH et les pilules pour la syphilis, quoi. Et le mec, un jour, s'il paye pas, il y a 2 mecs qui arrivent, qui le prennent par les bras et lui font cracher le double. Mais toi, quand t'es entrepreneur et qu'on ne te paye pas, tu vas pleurer au tribunal de commerce, tu gagnes, et à la fin, t'as rien. Ah ben non, il s'est mis en liquidation. Ah ben non, il est pas solvable. Et ça t'a pris 1 an et demi. Ça t'a pris 1 an et demi, ça t'a coûté 15 balles d'avocat, et au final, t'as gagné. Et là, t'as ta meilleure chocolat. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est dingue l'histoire que tu nous racontes, parce que ton pote, 100 millions, le gars, en fait, il prend l'autoroute, là, il prend la 8 depuis Nice, et à chaque borne, il fait, ça, c'est mon kilomètre. Tiens, ça aussi, c'est le mien. Tiens, ça aussi, c'est le mien. Il pourrait prétendre à beaucoup de choses. J'étais en Suisse et j'avais l'ambition d'ouvrir une affaire en Suisse. Finalement, ça s'est pas fait. Mon camarade, lui, l'a monté, grand bien pour lui. Et je prenais un cours de fiscalité suisse avec un fiduciaire. Là-bas, t'as pas de comptable, c'est des fiduciaires. Ouais, je connais. Parce que c'est trop compliqué d'avoir un comptable, ça coûte trop d'argent. Tant que tu fais pas 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, t'as pas de comptable. Ça se fait avec 2 bouts de papier et c'est fini. Bah, c'est vrai que quand ton code fiscal, il est comme ça, Voilà. c'est plus simple que quand il fait la taille de la pièce, quoi. C'est sûr que nous, voilà, les Femmes de la Fontaine, c'est plus gros que, c'est moins gros que le code fiscal, alors que eux, c'est l'inverse. Donc, je prenais un cours avec le mec. Si tu veux, j'ai passé ma matinée à me balancer sur ma chaise, à taper sur le bureau, à souffler, à regarder s'il n'y avait pas une caméra, quand le mec te disait qu'il y avait une taxe qui était à 1,5% de la masse salariale, et que c'était tout, sur certains trucs. Je me suis dit, mais moi, j'ai les 2% qui passent à 3% sur ça, et puis 1% sur ça, et puis 30% sur ça, et puis 40% sur ça. Eux, ils sont là, mais ils nous regardent en mode, mais comment vous faites? Comment vous arrivez encore à vivre comme ça? Il y a une technique. Bon, la technique, c'est qu'on vit pas, en fait. On est en train de couler. On est exactement comme le mec qui saute de l'immeuble, et il y a un mec qui lui dit, ça va? Et le mec répond, bah, pour l'instant, je suis pas encore arrivé par terre, mais ça va. Donc, on est dans cette situation, et je pense que le sol se rapproche. Ils l'ont repoussé, hein. Ils ont créé des trucs imaginaires, des taux d'intérêt négatifs. Ils ont tout fait pour repousser ce plancher. Ah, mais ça, il y a de la créativité, hein. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Mais ouais, pour ça, il y a une créativité. Il y a même une créativité que je trouve proche du génie. Ah, mais c'est incroyable. Je pense, aujourd'hui, il y a peut-être plus d'ingéniosité en France qui est utilisée pour arriver à complexifier le mécanisme du pillage et cacher la faillite que dans n'importe quelle autre dimension de notre société. Ce qui d'ailleurs exprime assez bien ce que tu disais avant, c'est qu'on doit pas être très très loin du sol, quoi. C'est que ça se rapproche de plus en plus. Et la courbe va toucher. Et quand ça va toucher, on sera à 0, quoi. Et là, ça va être une grosse différence. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, oui, on est d'abord entraînés, on s'entraîne d'abord à pas se faire entuber. Parce que on se fait entuber. Et parce que l'État nous laisse nous faire entuber. Derrière, il ne le défend pas. Et quand il peut, il nous entube. Donc là, par exemple, ce matin, j'ouvre le courrier et je reçois 1 000 € des impôts. Parce qu'ils ont voulu me taxer d'un truc où j'ai râlé. Ça fait 2 ans que j'envoie des courriers que je râle. Et les mecs ont accepté de me rembourser. Extraordinaire. Bon, ben j'ai gagné, tu vois. Ça paye les timbres. C'est ça. Enfin, ça fait, à côté, je te vais aussi 800 balles de l'autre côté. Donc, si tu veux, c'est pareil sur une taxe d'habitation où j'habite pas parce que c'est un appartement de fonction d'un bar. Bref, c'est cher payé. On est libre, hein, en tant qu'entrepreneur, on est libre de faire faillite. On est libre de partir en vacances ou de ne pas partir en vacances. Moi, je suis pas parti en vacances depuis 2019. Ça commence à remonter. Et effectivement, la rage monte. Mais ça aussi, c'est des choses qui sont, je pense, assez importantes à entendre, parce que, étant donné qu'on a euthanasié les entrepreneurs en France, l'idée qu'on a de l'entrepreneur, surtout dans ma génération, je suis un petit peu plus jeune que toi, c'est la fameuse Startup Nation de Micron. Et donc, c'est, bon, bah, on va faire un PowerPoint, puis on va présenter ça à des investisseurs. De toute façon, il y a la BPI derrière. On va aller se prendre un open space à Station F. On va raconter du bullshit toute la journée. On va jamais attendre un point de rentabilité. Et donc, ça a l'air cool, tu vois. Aujourd'hui, c'est une aspiration pour les jeunes d'être entrepreneurs. Mais alors qu'en fait, les entrepreneurs que tu rencontres en France qui ont réussi à résister, bon, déjà, les mecs sont trop forts. Parce qu'il y a une sorte
il y a une sorte d'écologie économique, de darwinisme hyper vénère, où les gars, bon, s'ils ont tenu jusque-là, c'est que ils ont une recette qui marche à peu près bien. Ouais. Et surtout, t'es complètement à l'opposé du discours qu'on va te servir en école de commerce ou on va dire dans ces milieux de la startup nation où effectivement on dit ouais on veut des Mark Zuckerberg machin etc. Et en fait dès que tu parles à des gens qui l'ont vraiment fait en fait c'est donc soit de toute façon t'es en train de leur parler à l'étranger parce qu'ils ont réussi ailleurs, soit effectivement ce que j'entends à chaque fois moi c'est ce que tu décrivais c'est j'ai pas pris de vacances depuis je sais pas combien d'années, je fais des journées de 16 heures, J'ai jamais vu mes gosses grandir, j'ai divorcé 2 fois. Ouais. Et derrière, à la fin, comme tu disais, il va me rester peut-être 10% en fait de tout ce que j'ai fait à travers toutes mes affaires et même pas la médaille en chocolat quoi. 10%, t'es gentil. Un mot qui m'a beaucoup marqué dans la vidéo qu'on a faite, deal asymétrique. C'est toi qui as écrit ça. J'ai dit putain, ce mec il faut que je le rencontre. Parce que c'est exactement ça. Je parlais avec un copain tout à l'heure en voiture et je lui disais, tu vois, en 2000, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, donc je suis une prostituée depuis 2009 à peu près. J'avais 21 ans, 22 ans. J'ai toujours décidé, j'ai toujours dit que je serais à mon compte et que j'aurais mon équipe et je ferais mon projet et je poursuivrais mon rêve. J'ai toujours eu cette aspiration-là. Et en fait, quand Sarkozy est passé en 2007, je me rappelle, je me suis dit, putain, c'est génial. C'est génial. T'as 20 piges. Ça y est. Le cauchemar est terminé. Tu vois. Enfin, on va retrouver un pays normal. D'abord parce que le mec était plein de bonnes intentions. Plutôt une pensée libérale de ce que je connaissais du libéralisme à l'époque. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'en pense aujourd'hui. Et puis le mec a l'air jeune, dynamique. Ouais, c'est ça. Il avait l'air d'avoir envie d'en découdre. Compris le principe, compris ce qu'il allait pas. Il avait dit, c'était clair. Et pour moi, les gens qui font de la politique, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a quand même une relation. C'est le principe, tu vois, de croire en l'homme et de croire en ce qu'il raconte. Donc j'ai acheté une action française. J'ai tout investi sur mon pays, sur travailler en France, sur tout faire ici et mettre mes œufs dans un seul panier, mon panier. La Bible dit pousse là où on t'a semé, ça tombe bien. C'est un pays que j'aime et j'aime cette terre et je vais faire mon truc ici. Et en fait, mon action, elle fait que se casser la gueule depuis 2009, quoi. Alors, il y a eu des petits trucs à la hausse qui nous ont fait croire que ça pouvait remonter parce qu'il y a eu du pognon qui est arrivé, mais personne n'est dupe. C'est pas de la vraie richesse qu'on a eu depuis 15 ans. Tu vois, depuis la crise 2008, rien n'a été mis en place et ça continue à devenir du vol et ça s'accélère. Si bien que je me dis, mais non, voilà, qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai acheté mon action, qu'avec les petits dividendes, j'en ai racheté d'autres et que cette action n'a pas monté, et qu'il y a des grandes chances qu'elle se pète la gueule lourdement, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est marrant d'ailleurs que tu mentionnes ça, juste pour la culture de notre audience. Quand tu prends un graphe par exemple du CAC 40, donc de l'indice principal des valeurs boursières françaises, il est au même niveau qu'en 99 à peu près, donc juste après la crise de la bulle, on va dire la bulle Internet. Et c'est dans les grandes économies, c'est le seul indice qui a réussi cette performance de ne pas faire gagner d'argent, et je parle même pas injusté par l'inflation, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment, tu sais, deux montagnes, comme ça, t'as un col au milieu. Donc là, ça, c'est ce que t'as traversé. Et en fait, 25 ans de perdu, juste pour alimenter quoi, en fait? Pour rien. Je rêve d'une société où tout le monde est concerné par la richesse de l'autre et que quand t'en as un qui se casse la gueule, t'as conscience que c'est aussi négatif pour toi. Quand un mec paye pas son billet de train, c'est à toi que ça va imputer parce qu'à la fin de l'année, on va voir que le bénéfice de la SNCF sera peut-être négatif parce qu'il y a trop de fraude, par exemple. Et que t'as envie que le mec il paye son billet de train, donc t'as envie de dire non mec, tu payes ton billet de train et tu me casses pas les couilles. À Marseille, il y a eu ça. À Marseille, les Marseillais ont dû payer leur métro une fois. Je sais plus en quelle année, ça a mal été financé. Les Marseillais se sont retrouvés à payer leur métro directement. Et figure-toi que les Marseillais entretenaient leur métro, quoi. Ils jetaient rien dans le métro, ils nettoyaient, ils se polissaient un peu entre eux, ils voulaient que ça marche parce qu'ils l'avaient payé, ils avaient senti que c'était leur métro. C'est intéressant que tu dis ça parce que nous, une des thématiques qu'on aborde souvent quand on parle de Bitcoin et de pourquoi est-ce que finalement on fait ce qu'on fait, c'est rétablir la vérité des prix. Et notamment parce que c'est une vérité objective dans le monde qui représente nos valorisations subjectives, les sacrifices qui ont été consentis, les opportunités auxquelles on a renoncé, toutes ces choses-là. Et effectivement, tous les mécanismes dans lesquels, comme ça, par système de pillage, qui s'enfonce dans sa propre logique, sans jamais s'arrêter,
au point qu'au bout d'un moment, il y a une déconnexion complète entre le gars qui bénéficie d'un service et le type qui le fournit, et que tu arrives dans une sorte de chaos planifié parce qu'il n'y a plus aucune allocation rationnelle des ressources. T'as des mecs qui distribuent des tickets de rationnement partout, qui allouent des budgets dans des espèces de réunions d'intercommunalité ou de je sais pas quel jargon bureaucratique où plus personne ne comprend la réalité dans laquelle on vit. À la base, t'as toujours cette espèce de déconnexion entre finalement combien ça coûte, à quoi on renonce, qui est prêt à payer pour ça et combien, et du coup à la place qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et à partir du moment où tu commences à biaiser ce signal-là, tu vas induire, entre guillemets, on va dire des injustices, ou en tout cas des choses qui sont perçues comme des injustices, ou alors des repas gratuits que les gens pensent pouvoir être soutenus à long terme. Et donc finalement, tu fais ça un peu, et puis ça appelle à ce que Jacques demande à ce qu'on prenne à Pierre pour compenser ce que Paul lui a pris avant. Et puis il se dit, mais attends, si on a donné un repas gratuit à Gaston, et peut-être que on va pouvoir en donner un aussi à Gustave. Et à la fin, c'est tragique, mais dans l'histoire du XXe siècle, on a eu beaucoup d'exemples comme ça. On se retrouve toujours avec des gens destitués dans les rues qui ont plus rien à bouffer et qui chassent des rats, ou alors qui, encore pire, juste vont taper un gros coup de massue sur le voisin parce que il lui reste encore quelque chose, quoi. Et fondamentalement, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette période où le bateau est parti, tu vois. On est déjà allé trop loin dans l'interventionniste pour que les gens se rendent compte que le supermarché il se remplit pas tout seul. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse là dans la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est finalement, toi en tant qu'entrepreneur, finalement toute l'essence de ton moment, c'est de dire faut peut-être qu'on se réveille, les gars, et on n'est pas obligé de consentir à ça. C'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, comme tu disais, la lanterne rouge, en fait, on peut aussi l'éteindre et dire maintenant démerden zizich. Ouais, ce serait génial. Ce serait génial que une semaine, tous les vrais producteurs de richesse de la nation, donc pas les mecs qui vérifient les extincteurs, tu vois, les vrais producteurs de richesse, en commençant par les paysans, en commençant par la terre, parce que tout commence par la terre, et en finissant par les ouvriers, par les mecs qui arrivent à faire acheter un produit, par ceux qui sont en cuisine, se disent, on va prendre nos vacances en même temps. En fait, on va prendre 15 jours en même temps, tous en même temps. Et pendant 15 jours, mon téléphone, il sonnera pas, parce qu'il sera éteint. Mon champ, il sera bêché si je dois le faire, parce que j'ai pas le choix, c'est la nature qui décide, mais par contre, on ne pourra rien en sortir. Et on va voir ce qui se passe pendant 15 jours, sans que l'État puisse recevoir le moindre euro, sans que je puisse payer aucun impôt, sans rien. Ça serait énorme, ça serait une leçon incroyable. À la limite, qui continuent à recevoir des euros, tu sais, c'est pas comme si les gens de la DGFiP étaient productifs, donc eux, on peut les laisser, ils feront pas partie, de cette semaine de congé, ça ne les concerne pas. Non. Par contre, ils vont peut-être découvrir que l'argent ne se mange pas, c'est-à-dire que, effectivement, tu vois, c'est une chaîne Bitcoin, on parle beaucoup de qu'est-ce que c'est la monnaie, etc. Et fondamentalement, pareil, tu vois, quand on est au milieu de la matrice comme ça, on se rend pas compte que cette espèce de contrat tacite où l'argent n'a de valeur que parce que quelque part, il y a un mec qui va bêcher le champ, il y a un gars qui va aller rentrer sur la chaîne de montage d'une usine et de sortir une Peugeot à la fin, et que t'as l'idée implicite que ce truc que t'as sur ton banque, t'as dans ta main, il va te permettre, dans un accord mutuellement volontaire, d'échanger ce que t'as généré comme valeur pour quelque chose d'autre dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Mais si, effectivement, tous les gens dont tu parles, ils partent comme ça une semaine en vacances, ils font grève, tout simplement, ils peuvent imprimer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent continuer à inventer des acronymes pas possibles pour essayer de faire croire que ce pays est solvable. Qu'est-ce qu'ils vont bouffer, quoi? À part les rames de papier qui ont servi à imprimer le code fiscal, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de protéines là-dedans. Mais comment synchroniser tous ces gens d'un coup, si ce n'est en faisant en sorte que ça aille plus mal? Parce que c'est un peu ça. Moi, aujourd'hui, quand j'entends le programme d'Hanouna, par exemple, tu vois, qui est un programme de Walt Disney, parce que c'est n'importe quoi. On se dit, ouais, ce mec est intelligent. Ah non, en fait, il est pas intelligent, ou alors il fait exprès. Écoute, tu vois, moi, je pense que son programme, c'est le gars comprend rien, donc évidemment, il est parti, il a juste compris que voilà, c'est populaire de dire des trucs pareils. Mais tu vois, si tu demandes, par exemple, à un Vénézuélien ou un Argentin, qu'est-ce qu'il pense du programme d'Hanouna, il va dire, monsieur, le SMIC à 2200 euros, c'est totalement possible. Juste, par contre, le litre d'essence, il est à 4,50 €. Ouais.
Donc voilà, c'est assez facile à ajuster tout ça. Hein. Ah oui, c'est évident. Le truc, c'est qu'ils veulent que les licences, ils soient à 50, ce qui est déjà un record. Mais bon, j'ai vraiment peu d'espoir. Parce que, tu sais, quand tu disais cet argent qui n'a plus de valeur, cet argent on sait plus quel est le prix de ces euros qui ont été produits par des gens. Mais quand t'as un président de la République, il y a quelques années, qui dit c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Tout est dit. Quand au sommet de l'État, le mec n'a même plus la conscience de ce que c'est que l'argent, et pour cause, il n'en a jamais gagné de sa vie. Il n'a jamais produit de sa vie. Il en a gagné. On lui en a donné. Mais il n'a jamais produit. Comment tu veux expliquer ça à des jeunes? Moi, j'ai fait économie. Moi, j'ai pas fait école de commerce. J'ai fait bac ES. Et j'ai arrêté au bac. Ça m'avait gonflé. Pendant une année de terminale, mon prof m'a parlé des inégalités à travers le monde. Oui. Il m'a jamais appris. C'était le grand thème. C'est le grand thème à l'époque en plus. Je crois que ça y est toujours, je pense. Les inégalités, les flux économiques, les inégalités, le nord, le sud. Bah, tu sais, ces gens-là, après la chute de l'URSS, il fallait qu'ils se recyclent dans le business de la mendicité ailleurs, tu vois. Ils pouvaient plus t'expliquer que maintenant c'était les méchants risques capitalistes, parce que bon, bah merde, c'est con, on a lu Solzhenitsyn, on a fait tomber le mur, bon merde, on a vu les conneries de Sartre à quoi ça menait. Et donc maintenant ils ont trouvé un nouveau thème, tu vois, c'est de dire ah bah tiens, le tiers-monde, les pays en voie de développement, tu sais, pour revenir à ta phrase sur Madagascar, oui, bah ils vont rester en voie de développement parce que vous les pillez toute la journée avec votre argent colonial de toute manière. Donc j'ai pas beaucoup d'espoir. Pour essayer de t'en donner un petit peu. Allez, je suis chaud. On reprend ton idée de la semaine de grève, tu vois. Ouais. Genre on va prendre les gens qui bêchent, qui font du montage en chaîne, qui créent, qui inventent, qui produisent, qui nous servent du rhum, qui fabriquent ce rhum. Tous ces gens-là, tu vois. Tous les gens, pas le gars qui surveille que les mecs, ils respectent bien la circulaire, je sais pas combien. Mais tous les mecs qui créent vraiment de la valeur. Et puis, en fait, en 2009, c'est un mec qui leur a donné une semaine de congé perpétuel. Et il leur a dit, voilà, maintenant vous allez arrêter d'allumer la lanterne rouge. Vous allez arrêter d'utiliser ce système de droit de propriété qui n'existe pas et d'argent qu'on peut imprimer à l'envi pour vous spolier. Et vous allez mettre votre fortune et utiliser un réseau de paiement qui est dans le cyberespace, contre lequel aucun mécanisme de violence n'a de prise, et du coup contre lequel l'État, qui fondamentalement est le monopole de la violence légitime, hein, si on consent à la lanterne rouge, c'est parce qu'il y a un mec avec un fusil. Ça. Et bah, moi je vais faire cet acte prométhéen, de vous donner cette solution-là. Par contre, bah, c'est à vous de le faire le pas en fait, parce que la liberté, on va pas te la donner. Donc quelque part, à un moment donné, il va falloir assumer ce geste et se dire, bah, est-ce que finalement c'est pire d'être, on va dire, non consentant à un système légal mais complètement immoral, ou quelque part de sauver mon essence humaine et de me dire, bah non, quand la loi devient une injustice, je vois pas pourquoi je devrais continuer à consentir à être le cadavre sur lequel les charognards se repaissent. C'est Lafayette qui disait l'insurrection est le premier de vos devoirs. Ouais. Comment? Parce que là, par exemple, moi, j'ai pas de bitcoin. Ma caisse enregistreuse, elle est en euros. Ma carte des prix est en euros. Donc tu me dis, tu vas vendre des produits en bitcoin, donc tu vas les vendre en euros convertis en bitcoin. Alors, le problème, effectivement, c'est que si tu libelles les prix en bitcoin, toi, tu as un problème de calcul économique qui est indémerdable, qui est que ton fournisseur, lui, il n'accepte pas d'être payé en bitcoin. Donc, mettons, la semaine dernière, il a fait plus 10%, bah, toi, t'es content, les habitués du bar, ils viennent, ils payent plus cher, donc là, tout est cool, mais la semaine où il fait moins 10%, et que ton fournisseur de rhum, ta facture d'électricité, etc., elle a pas bougé en euros, bah, tu te retrouves, c'est comme si, tu prends n'importe quelle entreprise qui, je sais pas, qui source ses produits au Vietnam et qui va vendre en France, le mec, il est hedgé entre le dong et l'euro. Il va pas accepter de prendre le risque de faire faillite juste parce que la Banque centrale du Vietnam, elle a décidé de faire je sais pas quoi. Ouais. Donc là, on n'en est pas encore là. Pour ça, il faut qu'on ait vraiment un niveau d'adoption où on peut avoir un circuit où finalement l'unité devient l'euro. Mais ça, c'est la conséquence finale, tu vois. Ok. D'abord, on commence par t'es dans le système, tu vois. Mais non, c'est bon, t'as débranché de la matrice. La femme en rouge, tu vois, c'est bon. Tu sais qu'elle n'existe pas. La femme en rouge, c'est la CAF. Hein.
Non, la femme en rouge, c'est pas ça. La femme en rouge, c'est être rentier, c'est la vie paisible, c'est le repos du guerrier, c'est j'ai assez travaillé, j'ai produit assez de richesses, j'ai fait travailler assez de monde, et j'ai créé de l'emploi et j'ai créé de la valeur pour suffisamment de temps pour pouvoir, dans ma petite existence, avoir ces quelques moments de plaisir que j'espère avoir. Très juste. C'est ça la femme en rouge. C'est pas URSAF. C'est très juste. Non, je pensais à la CAF, pardon, mais Oui, oui. Très juste. Et donc, première étape, tu as réserve de valeur. C'est-à-dire que on a des actifs. Tu vois. De toute façon, tous les mecs qui ont un peu d'épargne, depuis toujours, ils ont compris que tu les laisses sur un livret A, tu te fais défoncer. T'as Bercy, enfin t'as l'INSEE à la fin de l'année qui va dire non mais c'est bon, il y a eu 2% d'inflation. Tous les biens désirables dont tu as envie dans la vie, que ce soit une baraque un peu sympa, des vacances à l'étranger, des œuvres d'art, des bonnes quilles, etc. C'est pas 2%. Hein. C'est ça. Donc, tous les gens, même s'ils comprennent rien à l'économie, intuitivement, ils ont foutu ça sur, je sais pas, une assurance vie, un PEA, ils ont acheté des actions, de l'immobilier. C'est le grand truc des boomers. Ils ont tous acheté de l'immobilier, ils sont tous gavés sur la baisse des taux d'intérêt et l'explosion de la masse monétaire. Donc ça, ils comprennent. Réserve de valeur, ils comprennent, tu vois. Ça, ils m'ont bien profond avec ça. Et donc, du coup, quand tu fais ça, tu vois, quand tu utilises un truc comme réserve de valeur, en fait, tu le monétises. Tu vois, si on prend justement les boomers, leur tirelire, c'est l'immobilier. Tu vois, je crois que c'est 60% du patrimoine français, du patrimoine privé, tu vois. Donc, clairement. Ça, ils comprennent. Clairement. Une fois que tu vois, t'as suffisamment de gens qui ont utilisé quelque chose comme réserve de valeur, la question c'est est-ce que c'est pratique pour qu'on se l'échange? Donc tu prends l'immobilier ou l'or, bon, moi j'arrive dans ton bar, je te dis, bon allez, je te file 1 mètre carré dans ma véranda pour la soirée, galère, tu vois, c'est pas très fongible, comment tu vas la chercher, bon, marche pas très bien. En revanche, j'arrive, je scanne un QR code, je te paye un bon rhum direct, c'est comme du cash, c'est un arrangement entre toi et moi, c'est numérique, on peut pas te le prendre, etc. Au début, c'est marginal. Tu vois, il y a que les fous comme moi qui vont venir, qui vont te dire, bon, bah, je paye comme ça, etc., etc. Puis après, t'as aussi des services, comme ceux de notre boîte, par exemple, qui font que, bah, toi, t'as récupéré des bitcoins à la fin de ta soirée. Les gens, ils ont passé une bonne soirée, ils ont fumé des barreaux de chaises, ils ont pris leur rhum. Toi, t'as ton fournisseur à payer. Lui, il veut pas entendre parler de bitcoin. T'as de la trésorerie en bitcoin. Nous, tu nous payes en bitcoin et on interpose en fiat. Déjà, tu commences à créer de l'agilité, là. Tu vois? T'es un petit peu moins sujet au proxénète. Et puis au bout d'un moment, bah, il y a d'autres gars, ils viennent chez toi, ils voient le truc, ils nous voient nous en train de payer en bitcoin, etc. Et puis ils comprennent que, tiens, bizarrement, on n'est pas en train de vendre nos reins pour continuer à pouvoir circuler dans les agglomérations françaises ou manger correctement, donner une éducation décente à nos gosses, etc. Et puis du coup, comme tous les grands singes, ils imitent. Et ils font pareil. Et puis là, il y a de plus en plus de circulation. Et quand tu vois finalement le phénomène dont on parle, c'est-à-dire la destruction d'une société par la destruction de ses droits de propriété et de sa monnaie, partout où c'est arrivé, il y a un marché gris, puis un marché noir qui s'est créé. Tu vas regarder en Argentine aujourd'hui, la monnaie officielle de l'Argentine, c'est le peso. Ouais. Mais c'est aussi la plus grande blague du pays. La monnaie réelle de l'Argentine, c'est le dollar. Et donc, les dollars, ils circulent. Et au bout d'un moment... Donc ça veut dire que c'est une connerie d'acheter des pesos, parce qu'ils sont pas chers et qu'ils ont beaucoup... leur prix a été dévalué, pour espérer plus tard les revendre. Alors, aujourd'hui, ouais. Après, c'est vrai qu'en Argentine, ils ont quand même mis un mec avec des belles bourses au pouvoir. Et effectivement, c'est assez intéressant. Je fais une petite parenthèse, parce que Milei, il a été élu par des jeunes. Et eux, ils sont arrivés, tu vois, à ce moment de la pyramide démographique, où après s'être fait massacrer pendant 15-20 ans par la pusillanimité des boomers, bon, ils sont rassemblés, tu vois. Ils ont pas fait la semaine dont tu parlais, mais ils ont dit, putain, le mec avec la tronçonneuse, là, on va essayer, parce que de toute manière, si on continue avec les conneries des précédents, ça va être pire. Et effectivement, par contre, tu vois, investir dans l'économie argentine, jeter certaines actions, peut-être des parts dans des propriétés terriennes, je sais pas, je suis pas expert sur le sujet, mais c'est peut-être pas le pari le plus con du monde. En revanche, par contre, si on revient à nos moutons, et que on part du principe que les mêmes causes ont les mêmes effets, et que du coup, c'est un peu vers là où on se dirige, en fait, c'est inévitable qu'à un moment donné, la monnaie qu'on utilise et qui ne repose sur rien, qui n'a pas de coût de production, qui peut être produit
par le fait du prince, au fur et à mesure des besoins politiques, et ben, elle va trouver un substitut dans la réalité de tous les jours des êtres humains qui ont un avenir incertain, qui ont une famille à nourrir et qui ont besoin de veiller à leurs intérêts. Parce qu'on peut faire tous les discours qu'on veut en société, sur les plateaux de télé, de notre altruisme et de notre bien-pensance. Quand arrive la décision, tu fais ce qui est bon pour toi et ta famille, quoi. Et donc, les gens vont trouver des alternatives. Et du coup, la question à se poser, c'est quoi la meilleure alternative que tu peux avoir? D'abord comme réserve de valeur, ensuite comme moyen d'échange quand ça aura métastasé suffisamment longtemps. Et une fois que t'es arrivé là, bah, comme ça peut être le cas dans certaines parties du monde, comme par exemple dans le cyberespace qui se crée quasiment comme un nouveau continent, tu vas commencer à avoir des gens qui transigent tellement qu'en Bitcoin que bah les prix restent en Bitcoin. Parce que les mecs, in and out, recettes, dépenses, ça rentre en Bitcoin, ça sort en Bitcoin. Donc en fait, toi tu me dis, bon on était à 80 000 euros et puis c'est passé à 90, je m'en tape. Ma comptabilité, elle se balance. Donc étape 1, moi j'ai des bars, je touche que des jeunes, à 95%. Donc j'ai une communauté qui est condamnée à ne pas être propriétaire en France, ou alors à moins qu'il y ait une météorite qui tombe, si tu veux, qui va travailler toute sa vie pour gagner la moitié de ce que son grand-père va toucher à la retraite sans rien foutre, en ayant travaillé lui la moitié de sa vie, qui va devoir mettre ses enfants à l'école publique avec cours de karaté 4e dan s'il veut survivre, tu vois, à la 5e C, où il va être en classe. Cette génération-là, elle est flinguée. On pensait que c'était nous les flingués. En fait, non, nous on nous a juste estropiés. Et nous, on arrive encore à ramer. Parce que, je sais pas, on a encore ces vieilles valeurs. On a encore été bercés par quelques belles années, par quelques bons films, tu vois, Fight Club, les joueurs, trucs comme ça, qui font que on a un petit surmoi nietzschéen qui nous aide à se dire non, on va y arriver et on va quand même bosser. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas totalement nihiliste. Voilà, on est capable de se retrousser les manches. On sait qu'une pomme de terre, ça pousse dans la terre, tu vois. On sait qu'il faut semer avant de récolter. La génération qui arrive, elle est perdue. Elle a un champ de vision qui est à peu près la largeur de son téléphone, d'où l'intérêt d'avoir un grand téléphone pour gagner un peu en champ de vision. Les mecs font 6 à 8 heures d'auto-école en plus parce qu'ils sont perdus quand il faut tourner la tête, voir ce qui se passe autour. Ça commence à être des statistiques qui arrivent. Et c'est pas que parce que les auto-écoles facturent plus d'heures parce qu'ils sont en galère avec le code qui est dématérialisé. C'est peut-être aussi parce que les fous, ils ont mis des panneaux partout. Hein. Ouais, c'est sûr. Bon, on a quand même une génération qui va être, dès l'instant qu'elle va être marché du travail, qu'elle va être, on va dire, socialement acceptée, elle va être complètement en léthargie. Elle va être comme ça, genre, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il faut le faire. Ok, mais t'es sûr? Quelle question, tu vois. Donc, cette génération-là, qui est ma clientèle, je commence par lui dire, vous savez quoi les gars? Vous avez 10 balles sur dans votre poche ou sur votre compte machin, ou même 20 balles, ouvrez un livret Bitcoin. Et ramenez-vous au bar une fois par mois ou quoi avec votre 0,00001 Bitcoin. On va se boire une bière avec ce Bitcoin-là. Commencez par ça. C'est même des tout petits trucs, ça, tu vois. en fait. Nous, il y a un, C'est ça le jeu. j'ai un ami qui fait le même métier que toi. Alors lui, il est et restaurateur et caviste dans le centre de Paris. Et lui, il était pas là-dedans à la base. On s'est rencontrés en classe préparatoire, etc. C'est un gars qui s'est cherché longtemps et puis il s'est rendu compte que lui, son truc, c'était la chair, quoi. Et donc au bout d'un moment, il y est allé. Et en fait, au début, juste, il a dit, ok, j'accepte Bitcoin. Et éventuellement, tu peux même dire, voilà, t'auras peut-être 5% de moins. Notamment, si t'as une clientèle jeune, c'est des arguments qui portent. Et donc, moi, je crois beaucoup, tu vois, notamment sur des sujets comme Bitcoin, qui sont plus que des sujets technologiques ou intellectuels, même si c'est souvent comme ça que c'est perçu, qui sont des sujets de prise de responsabilité. C'est vraiment l'idée de dire, je dois prendre mon destin en main, je vais être responsable de mes fonds, je vais les garder moi-même, je vais faire un acte qui est un peu subversif. Je pense que c'est un truc qui se fait individuellement. C'est intéressant d'avoir des gens qui vont te mettre en chemin, qui vont peut-être être les gardiens de ton voyage et qui peuvent être cette main secourable le jour où tu as des questions. Et ça, franchement, il y a tout, tu vois. La chaîne pour laquelle on discute là aujourd'hui, on passe notre temps à faire du contenu pédagogique. Aujourd'hui, tu as toutes les ressources sur Internet. Et honnêtement, les bitcoiners sont une
communauté qui est très peu avare d'efforts lorsqu'il s'agit de faire de la pédagogie, de répondre aux questions des gens, etc. Par contre, faut que ça parte de l'individu. Parce que on peut pas te livrer ta liberté dans un paquet cadeau, quoi. Et donc, tu peux avoir par contre des petits incitatifs comme ça, tu vois, des petits nudges, où juste le sticker, Bitcoin est accepté ici. Juste, tu vois, comme la lanterne rouge, en fait. Ouais. Finalement, c'est des petites choses dans notre inconscient collectif qui forcent des décisions et qui, petit à petit, alors ce sera pas au même moment pour tout le monde, parce que voilà, on n'est pas aussi loin peut-être dans la matrice, on n'a pas les mêmes histoires de vie, on n'a pas la même tempérament, mais qui font passer le pas à des gens qui se disent tiens, il y a de la lumière, il y a un sticker, je vais rentrer, je vais essayer de comprendre. C'est quoi la démarche et pour des jeunes comme ça qui effectivement se font massacrer aujourd'hui, qui sont pris entre le marteau et l'enclume, juste leur dire tu payes avec ta carte bleue, c'est tant, tu payes en Bitcoin, c'est 5% de moins. À voir. C'est une expérience, hein. Ça donne envie. Ça donne envie parce que je suis parti de ces mecs assez fous pour s'exposer. Alors quand t'es entrepreneur, t'es un peu comme automobiliste, quoi. T'as une plaque numérologique et avec un câble qui est branché directement sur les impôts et une capacité à te taxer et à t'emmerder qui est quasi illimitée. Et malgré ça, j'ai envie parce que j'ai jamais considéré l'existence comme étant une soumission. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'avait vraiment donné envie de te parler quand tu avais fait l'émission sur le bunker. Le discours que tu articulais quand tu nous racontais ton expérience en tant qu'entrepreneur en France, tu avais eu pas mal de références littéraires. Tu nous avais parlé d'Aragon, tu nous avais parlé de Saint-Exupéry, etc. Et moi, il y a un truc qui me fascine avec l'histoire de France et avec l'esprit français, si ça existe encore, c'est qu'effectivement, la plupart de ces gens ont une vie où ils sont partis à l'aventure, mais pas en se disant tiens, je vais chercher la sécurité, je vais aller prendre tel job, faire telles études parce que c'est les bons débouchés, je suis sur les rails, etc. Ils sont vraiment partis de là où leur trip leur demandait d'aller. Ils ont vécu à pleines dents. Et après, parce que je sais pas, c'est un pays de lettres, d'histoire, etc. Ils sont posés, ils ont couché ça avec une belle langue sur le papier. Et effectivement, c'est pour ça que moi, je suis pas complètement désespéré. C'est pour deux raisons. C'est que je pense que il existe encore cette âme quelque part dans notre pays. Et je pense qu'il y a encore des gens comme ça. Donc, à mon avis, t'es un très bon exemple. Et qu'on a encore des leviers. Bitcoin en étant un, mais il y en a aussi d'autres, qui te permettent, et parfois, ça peut être l'expatriation pour revenir. Hein. Ça peut être justement de faire crever le Moloch et de faire comprendre aux pillards, ils peuvent pas vivre d'idéologie. Ils ont besoin aussi quand même à un moment de respecter le cadavre sur lequel ils se nourrissent toute la journée. Et ils ont besoin de donner la médaille en chocolat à un moment, tu vois, comme tu disais. Et effectivement, donc il y a ces leviers-là. Et du coup, je pense que on est peut-être dans une de ces histoires, tu vois, où dans l'histoire de France, en général, on a tendance à toucher le fond et à rebondir de manière magnifique. Je pense que parfois, les Français attendent trop que ça vienne d'un homme providentiel. C'est pour ça que Bitcoin, c'est difficile aussi. Parce que c'est un chemin individuel. Et donc, eux, ils sont plus dans les urnes, tu vois. Ils se disent, ah, peut-être Hanouna, ah, peut-être Zemmour, ah, peut-être... Non, ça marchera pas comme ça, les gars. Aucun. Aucune solution dans l'urne. Et effectivement, par contre, je pense que... Enfin, en tout cas, peut-être j'ai envie de croire qu'il y a encore l'alliance de ces leviers très matériels, très prosaïques, et de cet esprit, lui, très poétique et très aventurier, qui peut faire quelque chose de grand. Ouais, je te rejoins. Il y a cette notion que ce peuple, il y a encore un peuple qui descend des Grecs et qui est très homérique. Et effectivement, des fois on se trompe, tu vois. Pendant longtemps, j'ai cru que celui qui s'expatriait, c'était le fuyard. C'était le déserteur. Et aujourd'hui, je commence à comprendre que l'expatrié, en fait, c'est celui qui va dans ce village où en fait on va faire la grève. C'est celui qui fait la grève. Mais il fait la grève, mais comme lui, c'est un mec actif, il va faire la grève pour la France, pas pour lui. Il va continuer à bosser pour lui. Mais c'est ça. Tu vois, le mec qui fait la grève, qui sort de cette matrice-là, et qui retourne dans un village, aller bêcher, aider, enfin je sais pas, faire n'importe quoi, de la quincaillerie, réparer des bagnoles, etc. Mais rogue, tu vois, en circuit court, les gars, on est une communauté, de toute façon, entre nous, on arrive à vivre.
il est en train de faire un acte qui est à la fois régénérateur et complètement subversif. Et ça peut s'articuler de plein de manières comme ça. L'avantage, c'est que dans l'économie qu'on a aujourd'hui, qui est quand même très dépendante d'une certaine division du travail à l'échelle internationale, si on peut le faire avec des moyens qui nous protègent de cette violence étatique, comme Bitcoin, je pense que ce sera d'autant plus rapide et d'autant plus efficace, quoi. On aura moins besoin d'avoir des héros qui retournent comme ça dans les campagnes pour régénérer à partir du local directement, même s'il en faut aussi. Hein. De toute façon, j'ai toujours été adepte de la stratégie du trident. De poser donc toujours avoir 3 axes pour attaquer quelqu'un ou pour remonter une boîte. Jamais se contenter d'un seul levier, toujours en avoir 3 pour s'il y en a un ou 2 qui foirent, il y en a un qui marche quand même. Mais ouais, effectivement, il faut qu'on change de logiciel, quoi. Il faut qu'on voit les choses différemment. Il faut qu'on voit ce système comme une prison et ces moyens subversifs comme des moyens de se libérer. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, il y a 2 choses qui m'intéressent beaucoup dans ce que tu disais, c'est que cette histoire de consentement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tu vois, on parlait tout à l'heure même de cette semaine là qu'on prendrait tous. On parlait même du mot grève. On en a parlé un petit peu avant l'émission, mais t'as ce bouquin qui pour moi est une inspiration incroyable d'une écrivaine américaine qui s'appelle Ayn Rand, qui s'appelle La Grève, et qui met en scène justement une société qui ressemble énormément à la France d'aujourd'hui, qui est dirigée par les énarques de ce monde, entre guillemets, et où finalement, petit à petit, vont être réveillés par un personnage mystérieux, tous les producteurs de valeur de cette Amérique fictive, pour faire la grève et partir ailleurs, de manière à ce qu'il y ait cette espèce de prise de conscience chez les pillards et les spoliateurs qui sont allés trop loin, en fait, qui peuvent pas fonder une société sans, on va dire, le compas moral qui leur permettrait de reconnaître où est la justice, où est la valeur, où est le courage, et que se draper de noblesse en disant nous on est altruiste, on pense aux autres, lorsqu'ils organisent cette rapine gigantesque, comme disait Bastia, cette fiction par laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens des autres, quel état, ils sont en train de quelque part de creuser leur propre tombe. Et fondamentalement, il y a un discours dans ce livre où le gars qui essaye de réveiller tous les producteurs, tous les entrepreneurs, en fait, il leur dit, lorsque vous consentez à ça, en fait, vous propagez le mal. Parce que vous avez affaire à des gens qui sont, quelque part, qui n'ont pas la capacité morale et intellectuelle de comprendre les conséquences réelles de ce qu'ils sont en train de créer comme machine collective. Et lorsque vous continuez à leur donner du carburant, en fait, vous ne faites que les encourager dans leur délire. Et vous savez très bien que ce délire, il va très mal finir. Il va finir dans la violence, dans la famine et dans la pauvreté. Et donc, l'acte vraiment noble et moral, c'est juste que c'est plus difficile, c'est justement de partir avec moi et de faire la grève. Et moi, je pense qu'effectivement, le point de bascule, c'est le moment où ces gens-là, ils réalisent ça. Parce que, encore une fois, on l'a dit, que ce soit l'expatriation, que ce soit Bitcoin, etc., les moyens subversifs de faire la grève, ils existent. Ça prend du temps et ça demande effectivement de jouer sa peau. On n'a rien sans rien. C'est en faisant des sacrifices qu'on peut gagner. Mais il faut d'abord sortir de cette idée de se dire que c'est noble d'alimenter la bête, quoi. Ouais. C'est fou comme la France a été le terreau des plus grands penseurs libéraux, comme tu parlais de Frédéric Bastiat. C'est à croire que pour pouvoir parler du paradis, il faut connaître l'enfer. Exactement. Mais tu vois, d'ailleurs, qui fait écho à la discussion qu'on vient d'avoir depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un système où la loi fait tout pour piller ces gens qui devraient faire la grève, ouais. Les seuls qui ne la font jamais mais qui devraient la faire, de manière légitime. Ouais. Et surtout, on est tombé dans une idéologie où ça devient moral de piller. Ouais. Et il y a une phrase que j'adore aussi chez Bastia. Ça devient un moral de refus de se faire piller. Exactement. C'est même illégal. Appeler à ne pas payer ses impôts, c'est interdit par c'est illégal depuis Léon Blum et c'est lourdement sanctionné. Et justement, tu vois, Bastien, il disait, je crois que c'est dans la loi, lorsque la spoliation est une pratique qui devient normale entre une agrégation d'hommes qui ont décidé de s'unir par le lien social,
ils se donnent une loi pour la justifier et une morale pour la glorifier. Et c'était à 150 ans, Bastien. Ils vivaient pas à la même époque que nous, etc. Mais aujourd'hui, je pense En même temps que Proudhon, quasiment. c'est ça. C'est génial. Ces penseurs ont créé le libéralisme et le communisme. Après, Proudhon, à la fin de sa vie, il a un peu retourné sa veste, il a compris Il avait que, compris que ça marchait pas. quand même, quelque part, il avait raté un truc quelque part. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça restera quand même l'homme qui a inspiré Marx. Marx, il a pris beaucoup. Hein. Là, j'ai fait un bar sur le communisme, tu vois. Ah ouais? Ouais. À Bordeaux, j'ai ouvert un bar il y a 2 semaines. C'était un projet que j'avais depuis très longtemps, parce que je suis fan d'histoire. Et l'épopée soviétique me fascine. D'abord parce que c'est fascinant. J'ai un spectre assez astronomique. J'aime bien les étoiles. Depuis tout gamin, je suis fan d'astronomie. Et oui, Soyouz, Gagarine, Laïka, tout ça, ça a été des trucs pour moi qui m'ont parlé. Même Tupolev, tu vois, 144 et tout, qui se battait avec le Concorde. Enfin, j'étais assez fan de ces gens qui cherchent la grandeur. Pour l'audience, faut le préciser quand même, t'as ça dans l'âme russe. Hein. C'est des gens qui ont une sorte de rapport à la vie presque mélancolique, mais parce que ils se voient comme minuscules par rapport à l'existence, et c'est aussi pour ça qu'ils se donnent des buts incroyables. Évident. Et ça c'est extraordinaire, quoi. Et je trouve que l'épopée soviétique était magnifique à raconter. Et moi, qui suis un pauvre vendeur d'alcool et un bistrotier, j'ai essayé de la raconter avec de la musique, de la décoration et de la picole, quoi. Et en gros, j'ai fait un bar musée. C'est-à-dire que si tu prêtes un petit peu attention aux décorations du bar de Bordeaux, le Petrouchka, ah oui, c'est rempli de la propagande soviétique, de comment ils se voyaient eux par rapport à comment on les voyait. On les voit nous, après des centaines de films américains, pour légitimer leur façon de vivre, qui est le communisme, quoi, qui est ni plus ni moins que la forme la plus absolue du totalitarisme, qui est obliger les hommes à être égaux, au mépris de la liberté. Et bon, je me suis régalé à faire ce bar. Et ben tu vois, les antifas sont venus attaquer mon bar. Ils sont venus m'attaquer en disant, ce mec est de droite, il fait un bar, il s'approprie nos codes, c'est une honte, est-ce que c'est pour nous narguer et tout? Alors oui, c'est pour vous narguer, bien sûr que c'est pour vous narguer, puisque dans votre idéologie, vous êtes capable de rien, de toute façon, et dans votre vie, vous êtes capable de rien, et il faut des mecs de droite pour faire vivre même des choses qui sont la base de votre pensée. Mais peu importe. Passons, je le fais avec plaisir. Mais surtout, c'est un pied de nez à l'État. Dire, vous voyez, voilà, j'ai fait un bar, je me vois encore à 48 heures de l'ouverture en train de savoir si j'ai pensé à tout, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que pour ce 13e bar que j'ouvrais, ce serait certainement le dernier parce que j'avais plus la foi. J'avais plus cette magie de me dire, putain, c'est génial, j'ouvre un lieu public avec une équipe, avec une ambiance, avec des histoires qui vont se passer dedans. Non, j'ai réalisé juste que j'ouvrais un énième point de fiscalité, où j'allais me faire entuber, et où j'étais déjà blasé de tout ce que j'allais devoir endurer, que ce soit par la préfecture, Ouais, par la police t'avais administrative. pris la migraine du Certa. J'avais déjà pris la migraine, en fait, avant la joie d'ouvrir, avant l'excitation d'ouvrir le bar. Comme chaque fois que j'ouvre un bar, je suis hyper excité parce que c'est un nouveau lieu de vie, c'est un nouveau lieu de rencontre, un nouveau lieu d'échange, puis c'est un nouveau point économique. Donc c'est aussi quelque chose qui a une vertu économique, qui va faire vivre des salariés avec des performances, avec des primes, avec un truc. Ça fait tellement longtemps qu'on peut pas faire des primes, ça fait tellement longtemps que l'État nous prend tout, que dès qu'on veut filer 10 balles à quelqu'un, l'État en prend 10, qu'on n'a pas envie d'en filer 10 à l'État, si tu veux. Ça nous fait chier de filer 10 à l'État qui ne mérite pas. Que j'étais déjà blasé et j'ai fait une petite vidéo que je posterai plus tard, le temps que ça se tasse, pour le ministre de l'économie en disant, tu vois, j'ouvre un bar, mais en fait, je suis déjà dégoûté parce que t'as réussi à me retirer même ce sel de la vie que j'ai quand je construis quelque chose de nouveau. Mais en guise de revanche, j'ai fait un bar soviétique parce que aujourd'hui, à 63-64% de poids de l'État sur l'économie en France, eh ben on est exactement au niveau de l'URSS en 89. Donc en fait, on est déjà dans un pays soviétique. Donc mon bar est en parfaite harmonie avec ce que la France est, et ce que la France va devenir, est-ce que le destin va arriver à ce pays. C'était, je sais plus qui disait, la France sera C'est Hayek qui disait la France sera le dernier pays communiste. Hayek. Ouais, c'est Hayek qui disait la France sera le dernier pays communiste. Voilà. Hayek. Bah ouais, c'est clair. Non mais Hayek a beaucoup écrit sur les intellectuels français, notamment il a souvent fait remarquer qu'ils avaient cette capacité à vivre dans une bulle qui est la leur,
ce qui peut faire sens à une certaine époque, parce que la France était une civilisation, ce qui est un peu moins logique en 2025 quand même, où ils ont une sorte d'immunité incroyable au discours et aux réalités à la fois politiques, économiques, qui transpirent dans le monde extérieur. Tu prends les années 80 par exemple, Reagan, Thatcher, Mitterrand. Comment vous faites ça, les gars? Ouais. Ouais. Ouais, c'est là que, enfin, de toute façon, on le sait, hein, la décomposition française, elle commence il y a 50 ans. C'est 74. Voilà, c'est la fin des ingénieurs et l'arrivée des technos. Alors moi, je dirais qu'elle commence en 89, mais ce sera peut-être une discussion pour une autre fois. Il y a plusieurs degrés. Non, bien sûr, Il y a mais... plusieurs degrés. Mais effectivement, il y a ça, puis après, tu remontes t'as d'autres faillites au milieu qui ont foutu la merde, t'as Charles VI, tu vois, puis ça remonte encore. Mais oui, là, je pense que dans l'avenir proche de ceux à qui on peut vouloir quelque chose, c'est nos parents et nos grands-parents. C'est 74. Tu sais, fondamentalement, je sais pas si ça sert... Enfin, je comprends le ressentiment. Je sais pas si ça sert à grand-chose de leur en vouloir au sens rendre des comptes, quoi. Je pense que c'est important de comprendre, ne serait-ce que pour faire comprendre et pour savoir où tu vas, et que t'as pas à rentrer dans leur culpabilisation, leur propagande de merde, et justement à continuer à être la bête sur laquelle ils se nourrissent. On reste à la logique de dire celui qui ne connaît pas l'histoire est voué à la revivre. Mais par rapport aux boomers qui nous ont mis là-dedans, avec leur idéologie, avec leur naïveté, avec leur égoïsme, parce que c'est de l'égoïsme. Hein. Quand tu dis vous allez travailler jusqu'à, en fait, la retraite sera à 60 ans ou à 55 ans, et que personne ne sait comment on va la financer, que personne ne demande, tu fais un crédit sur tes enfants. À partir de là, même les banques refusent de le faire. Toi, t'arrives, tu dis, bon, écoutez, oui, je vais acheter une maison, mais j'ai pas les moyens, mais mon fils, je mets caution, il a 8 ans. Bon, il dit, non, monsieur, vous êtes pas sérieux, là. Il faut assumer ce que vous achetez. L'État, non. Les Français, à l'échelle l'ont fait. Et en ça, il va falloir leur expliquer, parce que quand leurs retraites vont sauter, parce que c'est ce qui va arriver, hein, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent pourquoi. Mais c'est marrant, tu vois, la génération des boomers, tu disais, ils sont égoïstes, etc. Moi, je trouve que le meilleur qualificatif, c'était presque infantile, dans le sens où tu as cette espèce de perte de responsabilité. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert un texte que je connaissais pas du tout, de Solzhenitsyn, qui est son discours de réception du Nobel, qui s'appelle Le Cri. Et il y a un passage dedans, que je vais te lire, que j'ai trouvé absolument génial, où il dit, les jeunes, à un âge où ils n'ont d'autre expérience que sexuelle, où ils n'ont pas encore des années de souffrance et de compréhension derrière eux, répètent avec jubilation les erreurs de la Russie dépravée du XIXe siècle, en ayant l'impression de découvrir quelque chose de nouveau. Avec une méconnaissance totale de l'essence millénaire de l'humanité, avec la confiance naïve de cœurs sans expérience, ils crient « Chassons ces gouvernements d'oppresseurs, cruels et avides. Les nouveaux, c'est-à-dire nous, après avoir déposé les fusils et les grenades, seront justes et indulgents. Ce sera le contraire. » Et il écrit ça en 1970, donc tu vois, juste après 1968, à l'époque où tu as cette espèce de transformation entre la génération qui a vécu la guerre, etc., ouais, et la génération des boomers. Hein. Et effectivement, tu as cette espèce de naïveté qui s'était déjà manifestée avec les manifestations contre la guerre du Vietnam, etc., qui serait que finalement, c'est les armes qui créent la violence, que c'est l'argent qui corrompt les hommes, que c'est le capitalisme qui est source des maux de l'humanité, et dont on subit encore aujourd'hui les conséquences, à raison, parce qu'ils contrôlent tous les actifs, tous les médias et l'ordre politique. Donc évidemment, ils imposent leur ordre du jour. Les élites de demain. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, d'une certaine manière, presque spirituellement, la clé, c'est de sortir de ça. C'est-à-dire d'avoir vraiment l'audace de se dire, ok, cette génération, comme il y en a une tous les 3 ou 4 générations, elle nous a envoyés dans le mur. Donc, faut arrêter de leur donner du crédit. Faut pas leur donner le respect qu'ils méritent parce que finalement, c'est pas des aînés. Déjà, des aînés qui sacrifient la jeunesse. Il y a un type, j'ai oublié le nom, qui avait écrit un livre à l'époque qui s'appelait, qui passait chez Ardisson. Nous ne sommes les enfants de personne. Ok. C'était un résumé sur la génération des boomers qui, en fait, aucun prométhéisme. Après moi le déluge. Pour résumer. Cette phrase, elle résume tout. Hein. Et je l'entends encore chez les vieux qui font un testament, si tu veux. Et ils pensent que c'est bien. Ils pensent que c'est bien de dire ça. Non, ils marchent sur la tête, ils ont rien compris au film. Ils sont à côté de la plaque. Ils ont tué leur civilisation. Ils ont tué leurs enfants ne veulent plus faire d'enfants, quand ils en ont. Ils ont fait qu'un gamin ou pas, et ils s'étonnent que leur retraite c'est compliqué à payer, à financer. Et ils vont râler parce qu'elle est pas assez haute.
enfin, on est sur des trucs assez fous. Ils ont mis la poussière sous le tapis. Ouais, On et puis, se prend le pied même dedans. au-delà d'un gamin, à un moment donné, tu multiplies par 10 l'endettement privé et public en France. Les mecs ont acheté des apparts dans le centre parisien. Moi, je sais, c'est l'histoire de mes parents, tu vois. Ils ont acheté un appart dans le 16e dans les années 80 pour ce qui doit être aujourd'hui pour moi, genre 2 mois de salaire, tu vois. Et aujourd'hui, il en vaut 25. Et tu te dis, ben oui, non, mais au bout d'un moment, les gars, enfin, c'est moi, ce qui me fascine, c'est vous comprenez bien que ça, C'est un vous problème. n'êtes pas juste en fait tous des Warren Buffett, les gars. C'est ça. Il y avait une conjoncture qui n'est pas du tout de votre sort. Et surtout, Ce qui fait que- la montée de l'immobilier n'est que la conséquence de l'inflation qui va se nicher dans la pierre et qui va faire que l'immobilier monte parce que les mecs ils crèvent de faim et parce que les mecs ils en chient, ils n'arrivent pas à être payés. Et- c'est Et c'est totalement juste ce que tu dis, parce que il y a aussi une autre conséquence, tu sais, ça fait 50 ans que les taux baissent et 50 ans du coup que l'immobilier monte, parce que c'est une balance voir les deux, hein, ça marche pareil. Et finalement, les gars se disent du coup maintenant, tu sais, ils sont dans la matrice, ils ont créé cette idée que c'est bon, la pierre c'est solide, c'est l'investissement parfait, etc. Et ils ont juste pas compris un truc, c'est que maintenant tout ce bordel de monétisation, de financiarisation et d'endettement, il est passé sur la sphère publique. Et donc, pour rester solvable et pour qu'on puisse continuer à payer les fonctionnaires, il va falloir trouver du fric là où il est. Et Là. comme on disait avant, mais c'est le seul endroit où il y en a. Parce que vous n'avez pas d'action, parce que ça fait 25 ans qu'elle rapporte rien, et parce que sinon c'est de la dette de l'État. Donc c'est déjà de l'argent que vous lui devez, donc de toute façon il va pas se saisir lui-même. Ça, c'est Donc sûr. maintenant, posez-vous la question, votre T2 à Lyon, à Paris, à Villeurbanne, La à taxe foncière, Bordeaux, combien? il part comment à Singapour? Ouais. Quand le gars il va arriver, qui va vous encadrer les loyers, vous faire passer la taxe d'habitation à 3 semaines de salaire, etc., etc. C'est ça. Donc, si tu veux, tu sais, c'est l'image de la grenouille dans la casserole, Ouais. qui se rend pas compte que l'eau, elle chauffe, jusqu'à ce qu'elle finisse complètement bouillie. Et c'est pour ça que, tu vois, par exemple, quand on s'est lancé en France, un des premiers trucs qu'on a voulu développer, c'est permettre aux gens de vendre direct leurs biens immobiliers en Bitcoin. Et ça fait aussi écho, tu vois, à ce dont tu discutais avec GG Science sur le bunker, parce que souvent, c'est plein de gens qui ont compris exactement ce qui se passe, qui se disent, ou putain, là, ça chauffe dans la casserole. Ok, l'immobilier, tant qu'il y a de l'exit liquidity et qu'il y a encore des boomers suffisamment fous pour jouer au Monopoly dans ce pays, on va leur filer. Et Bitcoin, et je me barre ailleurs, ou en tout cas, c'est pas moi qui vais en payer les pots cassés. Et je pense que, fondamentalement, il n'y a pas c'est pas une traîtrise, il n'y a pas d'immoralité là-dedans. On n'a pas à consentir, en fait, à payer les pots cassés d'un système dont quelque part, on n'est ni les bénéficiaires, ni les instigateurs. C'est clair. On a l'impression d'être les bûcherons qui amènent le bois de l'enfer, tu vois. En fait, mettre le bois ailleurs, c'est normal. C'est juste du bon sens. C'est ça. Il n'y a pas que l'enfer sur Terre, en fait. Bah ouais. Moi, je suis chaud, hein. Moi, je suis chaud. Ça me titille. Je cherche des solutions. Je cherche des idées. Le truc, c'est que je réalise que avec mes sociétés, mon endettement professionnel, personnel aussi, mais professionnel en particulier, mes salariés, tout ça, je suis responsable de quelque chose et c'est pas simple, quoi. C'est pas simple on est très prisonnier. Tu vois, on est beaucoup plus libre quand on est salarié et qu'on se dit, bah tiens, je prends mon salaire, je le convertis et après je fais ce que je veux. Après, tu pourrais pas être salarié même si tu le voulais. Tu vois, enfin, moi, c'est l'impression que j'ai dans ce que tu me racontes. C'est compliqué. Pour moi, les entrepreneurs, ils ont une sorte de flamme un peu spéciale où pour eux, c'est quasiment, tu vois, on parlait des horaires, de l'effort que ça demande, mais ça te nourrit, quoi. C'est-à-dire, tu vois, moi, je le vois au contact, je le vois au contact de Francis Pouliot, du fondateur de notre boîte, qui est pareil, c'est un entrepreneur randien, dans son essence. Ils ont cette espèce de tension avec l'existence qui fait qu'ils ont besoin, ils peuvent pas rester ils peuvent pas se laisser porter juste comme ça, ils ont besoin de façonner leur existence, d'avoir des aventures, de se challenger, d'être responsable. Ça les nourrit, quoi. C'est aussi Sinon, ils sont misérables. C'est aussi un besoin de justice absolue. Tu sais ce que je veux dire? Quand t'es salarié, t'es forcément victime d'injustice. Soit tu produis plus que ce que tu gagnes, normalement, parce que l'entreprise a mis des moyens à ta disposition, soit tu produis moins et t'encules l'entreprise. T'es mieux payé que ce que tu lui produis. Donc t'es forcément dans une injustice, soit pour l'un, soit pour l'autre. Quand t'es patron, c'est la justice absolue. T'as ce que tu mérites, t'as pas ce que tu mérites pas. Il y a un il y a un consentement mutuel sur toutes les transactions.
Bien sûr, si bien sûr. si t'es venu et que t'as consommé ça, Ton- c'est que ce que t'as consenti à payer pour ça, toi t'en C'est tires ça. plus de valeur que ce que t'as cédé, et Absolument. moi de même. Et c'est comme ça qu'on se crée de la valeur les uns les autres, en fait. C'est l'essence même de la division du travail, et je suis 100% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a, il y a une recherche de moralité, et de se dire, tiens, j'ai pas de lanterne rouge, en fait, je suis pas une pute. C'est ça. C'est Et genre, j'aurai ce que je je peux mériterais. être droit dans mes bottes. Voilà. Et j'aurai pas ce que je mérite pas. Mais c'est très Bergerac. C'est très mousquetaire comme façon de penser. C'est ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est ne point être obligé d'envers un César vis-à-vis de soi-même, en garder le mérite, bref, dédaignant d'être lié parasite dès lors qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. C'est une tirade assez longue dans laquelle il veut pas être tirade du non merci. Il dit non, chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de céder par force. Non merci. Dédier à chaque jour des vers aux financiers, se changer en bouffon dans l'espoir vil de voir naître aux lèvres d'un ministre un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir le ventre usé par la marche, la peau à l'endroit des genoux qui plus vite devient sale, exécuter les tours de souplesse dorsale. Non merci. Et à la fin, il finit en disant je veux pas grand chose, mais je veux que ce soit à moi et de moi. Et ça, c'est très l'esprit français. En tout cas, c'est l'esprit que je trouve, voilà, c'est sur le Bergerac, pour moi, c'est le modèle, quoi. C'est le mec qui finit avec une brique sur la tête, tu vois, qui meurt, mais c'est le mousquetaire moderne qui doit s'inspirer de ça, accepter de ne pas être aimé, de ne pas faire les choses pour être aimé. Tu vois, ne pas être cette fameuse prostituée qui veut être aimée ou qui veut être désirée. Il répond qu'à lui-même. Répond qu'à lui-même. Si tu savais comment marche mieux sous la piste l'état excitante des yeux. Comme la bave, comme sur les pourpoints font d'excellentes tâches, la bave des envieux, les insultes des lâches. Tu vois, c'est cette façon de dire la haine est un carcan, mais c'est mon auréole. Tu vois, j'accepte de pas être aimé, j'accepte de d'envoyer chez moi. N'attends d'applaudissements que toi-même et tu seras libre. Voilà, c'est ça. C'est cette quête de liberté absolue dans le fait aussi d'accepter de ne pas forcément plaire à ceux qui t'entourent. Et il va falloir qu'on apprenne il va falloir qu'on relise Cyrano et il va falloir qu'on relise tous ces anciens auteurs qui ont tellement fait pour le reste du monde et pas pour la France, en fait, tu vois. Quand je pense à Bastia, par exemple, c'est pas possible que ce mec soit sur la table de Reagan, sur la table de tous les grands hommes politiques américains du XXe siècle et même économistes du XXe siècle, et qu'en France, tu demandes qui est Bastia, qui est Frédéric Bastiat, ils vont te dire c'est un Corse. Ouais, tu dis ça. Tout, ils savent pas qui c'est, quoi. Donc ouais, c'est fou. Non mais c'est clair, et puis je pense Bastia aussi était génial parce que c'était un économiste qui écrivait mieux que n'importe qui, quoi. C'est facile de lire Bastia. Oui, c'est quelqu'un qui beau. savait parler aux gens. Je sais pas si t'as déjà lu par exemple ces rap contenders avec Lamartine dans l'assemblée de l'époque où justement ils échangeaient beaucoup sur la solidarité. Qu'est-ce que c'est, monsieur Lamartine? Vous appelez la solidarité un don qui n'est pas consenti. Moi, j'appelle ça du vol. Et il lui expliquait déjà en fait un peu ce qu'on racontait, tu vois, dans notre conversation plutôt, c'est-à-dire cette espèce de manipulation du langage et du sens des mots pour créer cet avilissement moral par lequel finalement on va légitimer le fait de faire du pillage un mode de vie. Et les gars, lisez Bastien, et puis surtout, je sais pas, allez dans les bars de Morgane, reprenez la littérature, parce que moi, ce que j'adore dans cette conversation, même dans la tirade de Cyrano que tu viens de nous donner, c'est que tu nous disais avant, t'as arrêté après le bac, t'es pas un intellectuel de salon, et pourtant, t'as trouvé dans la littérature, j'ai l'impression, j'ai trouvé les forces, les parents que j'ai pas forcément eu. Parce que c'est notre force, notre richesse, que ce soit La Fontaine, ou Molière, ou Bergerac, ou Rostand. On a ce trésor qui est à nous, qui nous est donné par nos ancêtres. Parce que mine de rien, dans la bibliothèque des boomers, on retrouve ces bouquins-là. Peut-être que c'est là qu'il faut trouver la richesse chez eux. C'est pas ailleurs. C'est pas ce qu'ils ont fait. Peut-être ça le meilleur héritage. C'est peut-être ce qu'ils ont récupéré de leurs parents qu'il faut qu'on récupère et que eux-mêmes ont récupéré de leurs grands-parents. Et là-dedans, j'ai trouvé les ressources et les justifications de beaucoup de mes actes et aussi cette quête de liberté et de justification. Et aujourd'hui, cette quête, elle m'emmène à regarder l'étranger,
et à regarder l'intérieur avec un œil différent. Notamment avec des mecs comme vous, notamment avec vos solutions. Parce que je me dis qu'il y a un truc à faire. Alors si vous êtes jeune, si vous n'avez pas envie d'être les esclaves des générations qui vont mourir sous vos yeux et qui sont déjà mortes, et pour qui vous allez payer encore longtemps, si vous avez compris que les gens pour qui vous votez, qui que ce soit, sont les mêmes qui vous ont prêté du pognon il y a 50 ans, et qui vont vous les faire rembourser jusqu'au dernier centime, comme les Grecs vont avoir la tête dans le seau et dans la feta jusqu'à ce qu'ils aient craché leur dernier euro, parce que votre État n'a plus les moyens de dire « fuck your money », il a plus les moyens de dire « abandon les 2 tiers », il a plus les moyens de dire « le roi a dit que finalement vous devez pas tant, vous devez beaucoup moins, et si vous n'êtes pas content, il vous envoie ses mousquetaires ». Non, votre État n'a plus les moyens de dire ça. Votre État, il est gouverné par vos créanciers, par vos banquiers. Et si on a voté pour un banquier, c'est pas pour rien, c'est que vraiment on s'est mis dedans comme des cons. Moi, j'en ai ma part à payer et je la paye tous les jours et je fais en sorte d'ouvrir ma gueule aussi pour compenser cette erreur que j'ai pu faire. Venez dans mes bars, trouvez des potes, faites des petits groupes de copains avec qui vous allez parler, vous allez avoir des discussions qui vont vous élever. Faites des groupes de discussion, faites des petites conférences, on vous ouvrira les bars aux heures que vous voulez, on mettra un peu plus de lumière parce que chez nous ça c'est tamisé, pour que vous puissiez vous exprimer, faire venir des intervenants, pour échanger sur ça. Vous avez votre liberté à gagner. À une époque, pour être libre, il fallait chasser l'allemand, il fallait chasser l'anglais, il fallait chasser je ne sais quelle nation qui venait sur votre pays. Aujourd'hui, il va falloir chasser nos ancêtres en fait, nos ancêtres directs qui nous ont mis dans la merde et tout leur système. Il va falloir le reconstruire de l'intérieur et il y aura pas d'ennemis, il y aura des adversaires idéologiques, mais il y aura pas d'ennemis. Et c'est grâce à ces solutions-là que vous allez éviter les problèmes, éviter les conflits, éviter les confrontations pénibles, pleines de sueur et de sang. Et vous allez vous concentrer sur faire ce que vous savez faire, le faire le mieux possible et en tirer le fruit. Et ce fruit, ce sera un fruit qui sera beaucoup plus tangible et qui parlera à la terre entière. Alors que le petit billet bleu avec marqué 5 dessus et le pont du Gard, ben en fait, il parlera à plus personne. C'est devenu un bout de papier. C'est un mensonge. Et dans pas longtemps, c'est un mensonge. Et dans pas longtemps, un papier de toilette sera beaucoup plus utile que ce bout de papier-là. Parce qu'en plus, le papier de toilette, il est doux. Donc voilà, on est tout près de ce cataclysme. Alors, préparez-vous. Préparez-vous au choc et préparez-vous avec intelligence, avec grandeur, avec de la verve et avec du courage. Et le courage, ça va être de trouver une solution à côté. Bah, je pourrais pas imaginer une meilleure manière pour finir cette entrevue. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, je pense qu'on va devoir passer aux choses sérieuses. Ouais. On a beaucoup de rhum à déguster. On a beaucoup de choses à se dire, mais cette fois en off, du rhum à déguster. Avec grand plaisir. Et écoute, merci encore Morgane. C'était un plaisir. C'est un plaisir pour moi. À la prochaine.